La réflexion de cette intervention se base essentiellement sur ma recherche de doctorat, ainsi que sur une recherche postdoctorale et plusieurs articles que j'ai écrits dans le cadre de mon postdoctorat sur les trajectoires des jeunes en difficulté socio-économique dans les entreprises d'insertion au Québec. Donc, pour des raisons de temps, j'ai fait le choix de ne pas présenter directement tous les résultats de l'histoire, mais parce que c'est clairement difficile à le faire en 10 minutes. Mais en même temps, quand nous parlons d'aspiration, le titre c'est les aspirations dans le parcours d'intégration socio-professionnelle des jeunes de classe populaire avec difficultés socio-économiques. Quand nous parlons d'aspiration, il s'agit quelquefois d'expériences difficiles, de cas d'échec ou de frustration que les jeunes peuvent vivre d'une façon aussi presque traumatisante. Il ne s'agit pas simplement de perception, mais d'expériences réelles. Sûrement, peuvent être positives, mais souvent sont aussi négatives dans ces contextes-là, avec des conséquences potentielles tout au long de la vie sociale et professionnelle, et plus en particulier sur la construction des projets sociaux et des projets professionnels. Pour cette raison, là, si on arrive, j'avais fait le choix de laisser passer derrière moi certaines diapositives pour résumer, seulement pour résumer certains éléments qui ressortent des narrations, des entrevues. Et donc, il s'agit de matériel empirique que je veux seulement laisser passer pour donner du matériel complémentaire, pour alimenter avec du matériel complémentaire. Donc, c'est seulement de présenter de façon complémentaire à mon discours. Et j'espère que cet exercice ne demandera pas trop d'efforts au public. Déjà, on a mal commencé. Ça s'en vient. Une bonne résistance. Donc, vous allez le voir, je pense qu'il y a... Ouais. En fait, le PowerPoint, c'est automatique. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, dans cette intervention, je vais aborder la question du poids des facteurs sociaux et culturels sur la construction et l'évolution des aspirations socio-professionnelles. À ce but, il est toujours important de reconstruire la trajectoire socio-professionnelle des jeunes en tenant compte aussi des aspirations scolaires et familiales, mais aussi, par exemple, des expériences dans les services ou d'autres expériences pour se concentrer ensuite sur les projets individuels. Donc, c'est tout. Ouais. Ça va tout seul. Donc, comme je disais, il est toujours important de reconstruire la trajectoire socio-professionnelle des jeunes en tenant compte, bien sûr, des expériences scolaires en soi, des expériences familiales et de l'origine sociale, et de toute expérience comme par exemple l'accès aux services, le suivi par les services, etc. Et bien sûr, les projets individuels. Dans les articles et la recherche plus en général, je me suis intéressé aussi à l'évolution au fil du parcours dans les entreprises d'insertion et en me questionnant surtout sur le fait si cette réussite, si une réussite du parcours d'insertion peut permettre de quelque façon d'atténuer l'effet primaire de l'origine sociale et de la classe sur la construction des aspirations et surtout de quelle façon. Bien sûr, aujourd'hui, je ne peux pas aller trop dans les détails, mais c'est un peu ça que j'essaie de faire dans la recherche générale. Et ici, dans la recherche, dans les articles et dans cette intervention, je m'inspire d'auteurs comme Wall, Mello et Laflamme, par exemple, qui s'inscrivent dans une approche intégrant à la fois les aspirations scolaires et professionnelles, parce que c'est vraiment important de les traiter en même temps. En fait, les aspirations sont liées au projet scolaire, bien évidemment, mais aussi au projet professionnel. Et ces derniers, les projets professionnels, sont généralement conditionnés par l'expérience scolaire. Donc, c'est important de les considérer en même temps.
je ne peux pas faire un vrai cadre théorique, mais pour introduire un, deux éléments. Un point important à considérer, c'est en fait de considérer les aspirations pas simplement comme des faits individuels, donc comme des goûts, des choix individuels, mais aussi comme quelque chose qui, bien sûr, est déterminé aussi par les contraintes structurelles. Cela n'est pas nouveau, mais déjà Bourdieu et Pascal, par exemple, mettaient de l'avant cette notion de capital culturel, considérée aussi comme une source de motivation. Bourdieu évoque aussi l'habitus, le définissant non seulement en termes de conception de ce qui est possible, mais aussi en termes de motivation et d'aspirations subjectives qui sont façonnées aussi par des expériences communes qui sont communes aux membres, par exemple, de la même classe sociale, ou on pourrait dire aussi du même contexte local, par exemple. Pour les auteurs qui considèrent donc le rôle de la culture dans la reproduction des inégalités d'une façon nouvelle, renouvelée par rapport, par exemple, à la culture de la pauvreté classique de Oscar Lewis. Disons, ces auteurs comme Vézé, Lamante, Small, ils interprètent donc les aspirations des populations socialement défavorisées comme des éléments qui diffèrent en général beaucoup des plus standards des classes moyennes. Mais eux, l'explication, c'est la perspective est un peu différente par rapport à l'approche classique de Lewis, par exemple, parce que dans ce processus, il souligne comme il semble y avoir divers facteurs à l'œuvre dans la construction des aspirations. Bien sûr, les idéaux éducatifs, par exemple, l'environnement culturel, ainsi que des éléments structurels tels que l'absence de capital économique ou social. Donc c'est vraiment dans cette perspective qu'il faut considérer les aspirations. Donc il est important donc, de ne pas rendre les individus entièrement responsables. C'est vrai que historiquement, les sociologues ont toujours eu peur de blame the victim, mais des fois ça a été fait aussi. Mais en même temps, cette crainte, il ne faut pas qu'empêche à s'intéresser à ces questions-là, des motivations qui sont en même temps donc, liées par des contraintes structurelles, mais aussi culturelles. Donc, mais c'est important la façon dont on les considère. Pour conclure, je commence presque à conclure. Dans cette intervention, j'ai mentionné comment le mécanisme de construction des aspirations donc, est loin d'être un procès simplement naturel et exclusivement personnel. Comme le démontrent plusieurs entrevues que vous avez pu entrevoir, si les expériences positives vécues dans l'entreprise d'insertion, et bien évidemment les expériences ne sont pas toutes positives, mais si ces expériences positives peuvent avoir une influence sur le développement de la confiance et de l'estime de soi, elles contribuent alors aussi à remodeler les aspirations professionnelles et scolaires, et à les faire aussi évoluer dans le temps et pendant le parcours d'insertion socio-professionnelle. Bien sûr, une limite, c'est que le parcours ne dure que 6 mois, donc ce n'est pas un temps toujours suffisant. Mais cela représente déjà, selon moi, une réalisation importante. Mais pour conclure, donc, il s'agit d'une réflexion qui nous oblige, même quand on traite des questions du travail, de ne pas considérer seulement l'employabilité ou la création de l'emploi, qui bien sûr est fondamentale, mais souligne aussi l'importance d'un accompagnement psychosocial constant, un accompagnement constant et bien intégré au parcours d'insertion socio-professionnelle. Parce que ce parcours agit aussi, entre autres, sur la création et sur la modification, sur l'évolution, je préfère utiliser ce terme-là, des aspirations et des motivations. Mais en même temps, cela, pour plusieurs organismes comme les entreprises d'insertion, n'est pas toujours facile à faire parce qu'ils doivent coordonner plusieurs fonctions. Donc, c'est quand même un grand défi que
ces organismes, comme en général des organismes qui s'occupent de l'insertion socio-professionnelle des jeunes en difficulté, doivent envisager. Donc pour conclure, un autre élément qui me semble dégager de cette analyse, comme je le disais au début, l'importance d'intégrer à la fois les aspirations scolaires et les aspirations professionnelles. En fait, on voit l'effet sur les aspirations scolaires et par exemple la volonté conséquente d'un retour à l'école est en soi un résultat positif et vraiment très évident de la recherche. Et c'est un des résultats les plus positifs de l'action de ces organismes-là. En même temps, il faut reconnaître aussi que cette volonté de reprendre par exemple les études et donc de faire suite à la montée des aspirations doit faire face, rencontre aussi plusieurs contraintes. Par exemple, comme a été dit par Jacques Roy, la contrainte de la conciliation travail-études-famille. Souvent, ces jeunes en difficulté ont déjà des enfants, par exemple. Mais aussi des contraintes, et je pense que c'est la prochaine intervention, sur les contraintes temporelles. En fait, il s'agit de personnes beaucoup éloignées des standards du marché classique, du marché du travail. Donc, ils ont besoin de cette adaptation et conciliation, travail et études dans ces situations-là n'est pas toujours facile. Bien sûr, je n'ai pas trop pu parler du profil des jeunes, mais ce sont des profils qui cumulent plusieurs typologies de difficultés. Donc, en plus, ils rencontrent souvent aussi des barrières institutionnelles. Par exemple, le refus des institutions, comme des fois, comme Emploi Québec, par exemple. Ces institutions comme Emploi Québec, souvent, ne veulent pas financer un parcours scolaire limité au secondaire. Ils visent plutôt un projet plus vaste de, entre guillemets, empowerment, ce mot qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. Un projet plus vaste et concret que plusieurs fois ces jeunes, pour les caractéristiques qu'ils ont, ne peuvent pas avoir. Et les 6 mois du parcours ne sont pas suffisants pour les construire. Donc, ce projet plus vaste, en bonne partie lié aux aspirations, est fondamental, mais en même temps demande un encadrement spécifique qui seulement certains organismes arrivent à faire pour les contraintes de concilier les plusieurs volets de l'entreprise d'insertion, par exemple. Et surtout, pas seulement cet encadrement psychosocial, qu'ils le font de façon à concilier avec les autres activités, mais ça demande aussi un suivi continu. Comme je l'ai dit, les entreprises d'insertion sont vues comme des entreprises passerelles, donc des entreprises qui durent 6 mois, le parcours dure 6 mois, et en 6 mois, il n'est pas suffisant de faire ce pas, complètement de terminer ce parcours. Eux, ils essayent de faire un suivi de 2 ans, mais c'est toujours difficile pour plusieurs raisons. Par exemple, les jeunes, ils déménagent souvent. Quand même, c'est vraiment, et en plus, ces organismes, ils n'ont pas toujours les ressources pour le faire, c'est ce que. Donc, disons que ça représente un autre limite, mais quand même une piste d'action sur laquelle il faudra sûrement